Le mouvement du 23 mars, M23, est un groupe armé rebelle opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, principalement dans la province du Nord Kivu. Le groupe a émergé en 2012 après une mutinerie de soldats congolais issus de l'ancien groupe rebelle Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Ces soldats, qui avaient été intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le cadre d'un accord de paix signé en 2009, se sont rebellés en affirmant que le gouvernement congolais n'avait pas respecté ses engagements. Le M23 a été vaincu militairement en 2013 et ses combattants ont été dispersés dans des camps en Ouganda et au Rwanda. Cependant, le groupe a refait surface en 2021, relançant un cycle de violence intense dans l'est du pays. Depuis cette résurgence, les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise, appuyés par des milices locales et des forces étrangères, ont causé des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. L'armée congolaise, FARDC, accuse le Rwanda de soutenir activement le M23, ce que Kigali dément. En revanche, plusieurs rapports des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et d'États étrangers pointent une implication directe du Rwanda dans l'équipement, l'entraînement et le commandement des forces du M23. Cette situation exacerbe les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, rendant tout processus de paix extrêmement fragile. À partir de la fin de l'année 2024 et au début de 2025, la situation militaire dans le Nord Kivu a dégénéré. En décembre 2024, le M23 a intensifié ses offensives dans la région, capturant plusieurs localités stratégiques autour de la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Entre le 26 et le 30 janvier 2025, des combats particulièrement violents ont éclaté entre le M23 et les FARDC. Selon les rapports des Nations Unies, de l'OMS et d'autres organisations humanitaires, plus de 700 personnes ont été tuées et 2800 blessés en seulement 5 jours de combat. Le M23 a revendiqué la prise de Goma le 27 janvier, ce qui a entraîné un exode massif de la population civile. La ville, qui abrite plus de 2 millions d'habitants, est un centre économique et humanitaire vital pour la région. Le contrôle de Goma par le M23 a provoqué une crise humanitaire immédiate, avec des pénuries de nourriture, de médicaments et une explosion du nombre de déplacés. Le 30 janvier, les FARDC ont tenté une contre-offensive avec le soutien de milices locales et de forces étrangères non identifiées. Des bombardements intensifs ont été signalés dans plusieurs quartiers de Goma, tandis que des affrontements au corps à corps se déroulaient dans les rues de la ville. Malgré ces efforts, le M23 a consolidé sa position, forçant l'armée congolaise à se replier vers le sud. Dans le cadre de ces affrontements, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et plusieurs ONG ont documenté une augmentation alarmante des cas de violences sexuelles. Entre fin janvier et début février 2025, au moins 21 cas de viol collectif ont été signalés dans plusieurs localités sous contrôle du M23. Les témoignages des survivantes et les rapports des organisations humanitaires indiquent que les combattants du M23 ont utilisé le viol comme arme de guerre dans le but d'humilier et de terroriser les communautés locales. Les femmes et les jeunes filles, parfois âgées de seulement 12 ans, ont été ciblées. Certaines victimes ont été violées devant leur famille, ce qui a accru le traumatisme et la désintégration du tissu social. Ces violences ne sont pas isolées. Depuis la résurgence du M23 en 2021, les violences sexuelles ont considérablement augmenté dans le Nord Kivu. L'UNICEF a rapporté une augmentation de 37% des signalements de violences basés sur le genre au cours des 3 premiers mois de 2023, et cette tendance semble s'être intensifiée en 2024 et 2025. L'ONU et plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé ces crimes de guerre et ont appelé à des sanctions contre les responsables. Cependant, l'impunité reste un problème majeur en RDC, où peu de combattants sont poursuivis pour ces atrocités. Face à la gravité de la situation, la communauté internationale a réagi de manière partagée. L'ONU a condamné les violences et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'OMS, le HCR et d'autres agences humanitaires ont mis en place des équipes d'urgence pour aider les victimes et fournir des soins médicaux aux blessés. La Cour pénale internationale, CPI, a annoncé qu'elle allait rouvrir ses enquêtes sur les crimes de guerre commis au Nord Kivu. La France et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude et ont demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23.
l'Union européenne a menacé d'imposer de nouvelles sanctions contre les responsables des violences. Le gouvernement rwandais a rejeté ces accusations et a affirmé que la crise était avant tout un problème contre les responsables. Cependant, l'impunité reste un problème majeur en RDC, où peu de combattants sont poursuivis pour ces atrocités. Face à la gravité de la situation, la communauté internationale a réagi de manière partagée. L'ONU a condamné les violences et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'OMS, le HCR et d'autres agences humanitaires ont mis en place des équipes d'urgence pour aider les victimes et fournir des soins médicaux aux blessés. La Cour pénale internationale, CPI, a annoncé qu'elle allait rouvrir ses enquêtes sur les crimes de guerre commis au Nord Kivu. La France et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude et ont demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23. L'Union européenne a menacé d'imposer de nouvelles sanctions contre les responsables des violences. Le gouvernement rwandais a rejeté ces accusations et a affirmé que la crise était avant tout un problème interne à la RDC. L'Union africaine a proposé une médiation mais sans résultat concret jusqu'à présent. Les pays voisins comme l'Ouganda et le Burundi ont renforcé leur présence militaire à la frontière avec la RDC, craignant un débordement du conflit. La situation au Nord Kivu reste extrêmement volatile. Plusieurs scénarios sont possibles. Un enlisement du conflit. Le M23 pourrait continuer à contrôler Goma et d'autres territoires, prolongeant l'instabilité. Une contre-offensive des FARDC. Si l'armée congolaise reçoit plus de soutien militaire, elle pourrait tenter de reprendre Goma, ce qui provoquerait encore plus de combats. Une intervention internationale. L'ONU pourrait envoyer des renforts à la MONUSCO, bien que cette mission soit déjà très critiquée pour son inefficacité. Une solution diplomatique. Un accord entre Kinshasa et Kigali pourrait aboutir à un retrait du M23, mais cela reste incertain. En attendant, les populations civiles continuent de payer le prix fort, avec des milliers de morts, des déplacements massifs et une insécurité généralisée. L'aide humanitaire reste cruciale, mais elle est entravée par les combats et l'hostilité de certains groupes armés. Bien que son importance demeure incontestable et qu'elle constitue un élément central pour assurer la stabilité, la sécurité et le développement de la région, sa mise en œuvre est continuellement entravée par une série d'obstacles majeurs qui compliquent considérablement toute avancée significative dans ce domaine. En premier lieu, l'intensification des combats entre différentes factions rivales ne cesse de fragiliser le fragile équilibre déjà précaire, rendant toute tentative de consolidation de la paix particulièrement ardue. Ces affrontements, souvent marqués par une violence extrême et des violations des droits humains, engendrent un climat de terreur et d'incertitude parmi les populations locales, qui se retrouvent prises au piège de conflits dont elles ne sont que les victimes collatérales. À cela s'ajoute la montée en puissance de divers groupes armés aux motivations et objectifs divergents qui non seulement s'opposent aux efforts de pacification, mais cherchent également à imposer leur propre influence sur les territoires qu'ils contrôlent, exacerbant ainsi la fragmentation du paysage sécuritaire. Ces groupes, animés par des intérêts économiques, idéologiques ou politiques, adoptent souvent des stratégies violentes et coercitives pour asseoir leur domination, ce qui renforce encore davantage les tensions et réduit les perspectives d'un retour à la stabilité. L'hostilité persistante de certaines factions, déterminées à préserver leur pouvoir et leurs ressources, constitue un autre frein majeur à toute initiative visant à instaurer un climat de paix durable. Ces acteurs, qu'il s'agisse de milices locales, de groupes insurgés ou d'organisations criminelles, perçoivent toute tentative de négociation ou de médiation comme une menace directe à leur emprise sur la région. Dès lors, ils n'hésitent pas à user de la force, de l'intimidation et de diverses manœuvres stratégiques pour saboter les efforts menés par les autorités nationales et internationales. En conséquence, cette situation extrêmement complexe et volatile non seulement ralentit les initiatives mises en place pour restaurer l'ordre et favoriser la réconciliation entre les différentes parties prenantes, mais contribue également à plonger davantage la région dans un cycle de violence et d'instabilité. Face à ces défis multiples et interdépendants, il devient impératif d'adopter une approche globale et concertée, impliquant à la fois les acteurs politiques, militaires et humanitaires, afin d'élaborer des stratégies adaptées à la réalité du terrain et susceptibles d'apporter des solutions durables à cette crise persistante.
Bien que son importance demeure une évidence absolue et qu'elle représente un levier incontournable pour la stabilité, le développement et la reconstruction d'une région profondément marquée par les conflits, sa mise en œuvre se heurte à une multitude d'obstacles. Dans ce contexte explosif, la prolifération des groupes armés, souvent motivés par des logiques de prédation, d'idéologie radicale ou d'ambition politico-militaire, complique encore davantage la situation. Ces factions, parfois soutenues par des puissances extérieures ou financées par des réseaux occultes, n'ont aucun intérêt à voir émerger un climat de paix qui pourrait remettre en cause leur emprise et leur influence. Elles multiplient ainsi les actions de sabotage, recourant à des tactiques de guérilla, des actes de terreur et des campagnes de désinformation destinées à semer la confusion et à entraver toute forme de solution durable. Parallèlement, l'hostilité de certains groupes ne se limite pas uniquement aux affrontements armés. Elle s'exprime également par des manœuvres diplomatiques et stratégiques visant à délégitimer toute initiative extérieure perçue comme une ingérence. Cette résistance acharnée se traduit par une réticence manifeste à toute concession, un rejet catégorique des propositions de cessez-le-feu et une instrumentalisation du conflit à des fins de propagande et de recrutement. Ainsi, le dialogue, pourtant essentiel pour sortir de l'impasse, demeure un exercice périlleux où chaque avancée est constamment menacée par des revirements inattendus et des sabotages délibérés. En conséquence, cette situation chaotique a des répercussions dramatiques sur les populations civiles qui subissent de plein fouet les conséquences de cette instabilité persistante. Les infrastructures essentielles, hôpitaux, écoles, routes, réseaux d'approvisionnement, sont systématiquement prises pour cible ou abandonnées, aggravant les conditions de vie et plongeant des millions de personnes dans une précarité extrême. Les organisations humanitaires, malgré leurs efforts incessants pour atténuer la crise, doivent opérer dans un environnement hostile où elles sont souvent elles-mêmes victimes d'attaques, de pillages et de pressions politiques, limitant drastiquement leur capacité d'action. Dans ce contexte, il devient évident que toute solution nécessitera bien plus qu'un simple accord de cessez-le-feu ou une intervention militaire ponctuelle. Une approche globale, multidimensionnelle et coordonnée est impérative, impliquant non seulement les acteurs politiques et sécuritaires, mais aussi les forces vives locales, la société civile et les partenaires internationaux. Il faudra repenser les stratégies, adapter les réponses aux réalités du terrain et mettre en place des mécanismes de stabilisation capables de résister aux multiples forces qui cherchent à entretenir le chaos. Si la route vers une résolution durable reste semée d'embûches et d'incertitudes, l'histoire a montré que même les conflits les plus enracinés ne sont pas insurmontables lorsque des efforts concertés, une volonté politique sincère et un engagement indéfectible sont réunis. Mais tant que les combats se poursuivront et que l'hostilité de certains groupes armés primera sur toute volonté de compromis, l'espoir d'un avenir pacifié ne pourra rester qu'un mirage lointain, éclipsé par les ténèbres d'une guerre sans fin,